Le godet était rempli à ras-bord. Et on ne voit rien devant nous. On voit seulement les canalisations et les caisses sur le côté. On connaît la galerie, alors on travaille à l'aveugle. Je suis arrivé avec le godet en l'air. Je l'ai vidé, puis j'ai reculé et j'ai regardé vers la cabine du marteau-piqueur où travaillait mon ami. Je suis descendu et j'ai vu qu'il n'était pas là. Mon regard a été attiré par une tache sur le sol, comme de la terre glaise. Je me suis retourné et j'ai vu le casque de mon ami. Je me suis approché du bord du puits et, avec la vue un peu troublée, j'ai aperçu sur la grille, sur un côté, le bout d'un membre. C'était une jambe. J'ai regardé dans le puits et il y avait la bande réfléchissante de la veste de mon ami. J'imagine qu'il a dû suivre la pelleteuse sans penser que j'allais m'arrêter et baisser le godet pour racler le sol. Et c'est là que j'ai dû l'accrocher, avec le godet. Ça pèse 4 tonnes un godet. Et je l'ai écrasé. Mais on ne sent rien. Quand on roule sur une pierre, la pelleteuse fait ça. En fait, on se rend compte que si on roule sur une personne, on ne sent rien. Un seul pneu pèse quasiment 500 kilos. On appelle mon pays le tigre de l'Amérique latine. Et je dois avouer que j'en suis très fier. C'est vrai, c'est un peu grâce à moi si le Chili est aussi puissant aujourd'hui. Enfin, grâce à moi, pas seulement. C'est surtout grâce aux Chiliens qui se sont sacrifiés dans mes entrailles depuis des générations. Ils ont creusé sans relâche, m'ont transpercé sur plusieurs milliers de kilomètres. J'ai vu ces mineurs m'arracher des tonnes de pierres, jour après jour, au prix de leur sueur, souvent de leur sang. Aujourd'hui, mon pays est le plus grand producteur de cuivre au monde. Et les bénéfices ont permis à mon peuple de grandes avancées en matière de santé, d'éducation ou de social. Depuis longtemps déjà, le cuivre fait vivre mon pays. Ici, on l'appelle le salaire du Chili. Quand j'ai découvert la mine, c'était un monde nouveau pour moi. Le mineur était quelqu'un de rustre, souvent analphabète, mais plein de bons sentiments. Il y avait une grande camaraderie entre les mineurs dans l'entreprise. Et bon, petit à petit, je me suis habitué au travail de cette époque. Tout se faisait à la force du poignet. Il n'y avait pas les machines modernes. Moi, je venais d'avoir le bac, mais il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas fait d'études. Il y y avait des chefs totalement analphabètes, mais ils connaissaient leur boulot sur le bout des doigts. C'était des gens qu'on ne pouvait pas duper au travail. On ne pouvait pas les rouler dans la farine ou les entuber, comme on disait. Ah, ces anciens, ce que j'ai pu les aimer. Une famille, une vraie famille. Des valeurs fortes, une solidarité sans faille. Peut-être était-ce leur façon de lutter contre la pression qu'on ressent au fond de la mine, toute la journée et tous les jours. Mais les temps changent. Technologie nouvelle, machines automatisées, nouvelle génération de mineurs.
Les anciens laissent la place aux jeunes. Déjà 100 ans. 100 ans que j'ai rencontré cet Américain qui, en un regard, a percé mon intimité. Il a bouleversé ma vie. Il a fait de moi la plus grande mine souterraine du monde. Toutes ces années m'ont profondément marqué. Je suis riche d'une mémoire tangible, corporelle. J'aime et je respecte ces hommes, ces vies sacrifiées pour faire de cette terre, pour faire du Chili, un pays sain et moderne. J'ai commencé comme n'importe quel mineur, comme assistant. J'aidais à préparer le matériel, à la mise en place. Je préparais les explosifs. Je rapportais les machines qui avaient un problème, les perforatrices. Et tout cela pendant plusieurs années. Pendant mes premières années, je n'ai jamais eu d'accident. Et petit à petit, les chefs se sont intéressés à moi. J'ai alors fait partie de ces ouvriers qui, malgré un faible niveau d'études, ont travaillé au poste de contrôle général de la production. Puis les années ont passé, ça fait déjà presque 31 ans que je travaille dans cette entreprise. Les vieux collègues sont partis peu à peu, et des nouveaux ont commencé à arriver. Des jeunes avec d'autres inquiétudes, une autre mentalité, un autre niveau. Pour la première fois, des femmes sont entrées à la mine. La notion de respect a commencé à évoluer. Aujourd'hui, n'importe quelle personne peut entrer à la mine. Ce n'était pas comme ça avant. Pour moi, le mineur, c'est quelqu'un de bon, toujours disposé à faire son travail. C'est un bon ami, il est solidaire, il est humain, vraiment humain. Et quand il doit s'impliquer, que ce soit pour aider un travailleur dans son boulot, pour soutenir un collègue dans un coup dur ou quoi que ce soit, le mineur ne réfléchit pas, il fonce, il n'attend pas. Mon travail, c'est de transporter les pierres jusqu'au puits. Ensuite, elles sont concassées, puis tout ça est chargé dans un train et ça part à Colón pour être exploité. Ici, nous sommes à 3,5 km de la superficie. Nous avons 1 km de cordillère au-dessus de nos têtes et nous sommes à 2101 mètres au-dessus du niveau de la mer. Autrement dit, on est comme dans un grand gruyère rempli de trous dans lequel on est des petites souris qui se déplacent comme ça. On est vraiment des taupes dans le cœur de cette cordillère. Ce que je ressens par rapport à mon travail, c'est un sentiment de satisfaction personnelle. C'est d'avoir connu des gens à l'époque où je suis entré à la mine en 1978, des gens qui, c'est clair, ne savaient pas lire ni écrire, mais qui avaient une philosophie de la vie, un enseignement qu'ils avaient appris à l'école de la vie, tellement profond que ça m'a apporté énormément. Ça m'a appris à appréhender la vie d'une façon plus terre-à-terre.
J'ai appris à aimer l'obscurité, j'ai appris à aimer la boue, j'ai appris à aimer les pierres, et je me sens identifié par tout ce qui m'entoure. Parce que tout ça, c'est une preuve d'effort, de ténacité. Tiene una muestra de esfuerzo, tiene una muestra de tesón. Tu vois, quand j'ai commencé à travailler tout à l'heure, je suis descendu de ma pelleteuse pour voir le niveau du puits et j'ai entendu un gros bruit. Il y a eu un nuage de poussière. Je suis venu voir et tout ça s'était effondré. Ce rocher est tombé tout seul. Il s'est effondré à cause des vibrations du moteur. Il y a déjà eu beaucoup de gens qui sont morts comme ça. Ils se sont fait écraser. Ici, c'est l'empire des pierres et de la solitude. Il n'y a aucune vie végétale ni animale. Et l'homme a vaincu cette solitude des sommets et des abîmes pour récolter l'unique richesse de ce monde de cuivre. Mes lointains souvenirs s'accompagnent de visages, de bras. Je me souviens des Incas. Je me souviens des Espagnols, je me souviens des Chiliens, tous à creuser ici ou encore là-bas. Mais en 1905, il m'a regardé. William Braden. Il venait des États-Unis pour moi. Il m'a ausculté, m'a sondé. Ma peau, mes veines. À son retour, il était mieux équipé et il n'était plus seul. Les ouvriers chiliens ont commencé à creuser en profondeur, toujours plus loin. Mais à présent, ils utilisaient de vraies machines. L'Américain payait mieux que tout le monde. Les paysans sont devenus mineurs. Tout l'ensemble est solide. C'est solide et c'était nécessaire que ce soit comme ça, dans ces conditions, pour effectuer ces voyages en haute montagne. Parce qu'avant les années 20, c'était inhospitalier là-haut. Il neigeait beaucoup. À cette époque, Braden cherchait des charrettes. Celui qui en disposait d'une solide et en bon état était embauché. Et c'est comme ça que mon grand-père s'est dédié à cette tâche. Il a abandonné l'agriculture pour se convertir en mineur. Imaginez-vous une toute petite ville, disons 5000 habitants. Imaginez qu'ici, dans la rue Millan, s'installe une compagnie nord-américaine qui commence à embaucher des gens pour les emmener à la mine. De tout le pays, des gens arrivent alors, portés par leurs illusions. Autour de tout ça, la vie a commencé à se développer. Parce qu'avant l'arrivée des Nord-Américains, ce n'était qu'un petit bled agricole. Il n'y avait que des paysans ici. Toutes les rues étaient en pierre et avec les Nord-Américains, l'asphalte est arrivé. Ils ont amélioré les infrastructures, ils ont aidé les écoles, ils ont commencé à faire des œuvres de bienfaisance sociale et Rancagua a alors commencé à ressembler à une petite ville. Et aujourd'hui, Rancagua est encore dépendante de la mine El Teniente.
Ça a aussi attiré beaucoup de voyous, beaucoup de gens mal intentionnés. La ville s'est remplie de maisons closes, de tripots, d'escrocs qui venaient profiter des autres, de joueurs. Il y a des archives qui disent qu'à cette époque, Rancagua était une anarchie, une vraie folie. Pour travailler à la mine El Teniente à cette époque, il fallait juste que tu sois costaud. Un rapide examen médical, un papier, et ils t'envoyaient là-haut. Les premiers travailleurs qui sont arrivés à la mine étaient des paysans, des gens qui passaient leur vie dans les champs. Et ils sont venus ici pour se convertir en mineurs. On va faire une comparaison. Un paysan, pour gagner 1000 pesos, devait travailler 20 ou 25 jours. Et ici, à la mine, il allait gagner ces 1000 pesos en 15 jours ou en une semaine. Le salaire était très souvent double, voire triple. Voilà les archives. Ok, voilà, elle est là. Cette photographie nous montre une pratique courante à l'époque qui consistait à se couper les doigts. Celui qui est ici montre comment ça se faisait. Celui qui est ici, c'est celui qui va laisser tomber la pierre sur le doigt. Mais ça, c'est juste pour la photo. Celui qui s'est coupé le doigt, c'est cette personne qui est derrière et qui a la main bandée. Ce doigt valait 800 pesos de l'époque et un arrêt de travail d'une vingtaine de jours environ. Si tu prends en compte qu'avec 400 pesos, plus ou moins, tu achetais un champ, ça valait le coup. Pourquoi on prend cette photo ? Eh bien, principalement pour pouvoir l'archiver et dire ça ne passe plus pour un accident. Le Nord-Américain, bien qu'il ait du mal à digérer ce qui est en train de se passer, il comprend la raison et il accepte. Il dit, tu as été plus intelligent que moi. Et le Chilien, quant à lui, il baisse la tête et il dit « Ok, ça ne marche plus. Cherchons autre chose. » L'Américain se chilénise et le Chilien s'américanise. Là, vous allez pouvoir voir le bassin qui reçoit le concentré, la cheminée, la fonderie et la centrale de traitement des gaz. C'est les mêmes qu'il y avait avant ? Non, celle qu'il y avait avant était ailleurs. Elle était plus grande. Oui. Le tunnel Copado. Vous vous rappelez que le train passait par l'extérieur avant ? Oui. Et c'était le seul moyen d'arriver à la ville minière. Par exemple, aujourd'hui nous sommes dimanche, n'est-ce pas ? On ne pouvait que monter. Il fallait redescendre le lundi. Le mardi monter, le mercredi descendre, parce qu'il n'y avait pas de double voie. Elle est là, regarde. C'est sous elle. Regarde. Il n'en reste même pas la moitié. « 35 ans. Là-haut où il y a ce pont, c'est Punta Rieles. Eh bien, juste en dessous, c'est là qu'il y a... Ah, il n'y est plus, ils l'ont démonté. L'immeuble. L'immeuble, on a vécu là-bas un moment, mais on a vécu dans plein d'autres endroits. Oh, regarde, il y a le mineur. Ils l'ont déplacé ici, le mineur ? Oui. Ah, tu vois ? C'est celui qui était là-haut. C'est là qu'ils ont étudié. Oui, à l'école industrielle. Patricia et Guillermo ont étudié ici. Moi, je me suis acheté mes premières chaussures ici. Il y avait tout ici.
On est heureux après 30 ou 35 ans sans être revenu. Il y a un magnétisme spécial ici. Beaucoup de souvenirs me reviennent. Beaucoup de souvenirs. Je venais ici pour me faire un peu d'argent. J'aidais les gens qui arrivaient à porter leurs valises. Je travaillais ici et j'accompagnais les gens jusqu'en haut. Allons voir, allons pleurer. On faisait connaissance partout, au cinéma, l'église, tout le monde était aimable, tout le monde se saluait. C'était une communauté, c'était vraiment une communauté mystique. Il y avait quelque chose de très spirituel. C'est pour ça que les gens, quand ils reviennent, ils pleurent. C'est magnifique, c'est splendide, c'est une merveille. Là-bas, il y a le bowling, il est encore en état. Toute cette nostalgie, ce sont des choses merveilleuses qui ne se vivent pas deux fois et nulle part ailleurs. J'ai beaucoup voyagé, j'ai visité beaucoup de pays en Europe, je suis allée en Australie, tout ça, mais je préfère le Chili. Je préfère ce recoin, parce que ce recoin est unique. Maintenant, il est... Je me rappelle plus s'il est au patrimoine de l'humanité. Il est au patrimoine de l'humanité ? Oui. Il est au patrimoine de l'humanité. Patrimoine de l'humanité. L'humanité dans ce patrimoine. Force et solidarité gravées dans la roche. Ma ville minière, aujourd'hui immortelle, accueille ses souvenirs pluriels. Force et courage, reconnus pour tous ses habitants. Les rires des enfants résonnent encore en moi. Je les revois sortir de la piscine chauffée pour se livrer à des batailles de neige, entamer des courses de luge pendant que leurs parents étaient au cinéma devant le dernier film d'Hitchcock. L'hôpital de Sewell était à l'image de la ville elle-même, le plus moderne de toute l'Amérique latine. On avait 50 ans d'avance dans cette ville. C'était un paradis. J'entends encore les tangos argentins réchauffer les couples, la cueca qu'on dansait dès qu'il y avait une fête. Les clowns et leur cirque, qui prenaient la route de la Cordillère pour venir nous faire rire aux larmes. Ces mêmes larmes qui coulent aujourd'hui, face à ce qu'il reste de notre chère ville. Un bien triste reflet d'elle-même. Rends-toi compte de ce qu'ont apporté les Américains, la technologie, le capital, l'ingénierie et les plans, mais admire aussi le Chilien avec tous ses sacrifices, toute la main-d'œuvre, toute la sueur qu'il a laissée ici, à l'intérieur de cette montagne pour un bien commun, pour accomplir l'exploit de devenir meilleur. Admire l'architecture. Ils n'ont même pas réussi à enlever les fondations. Ils ont dû faire appel à des entreprises de démolition pour... Admire l'homme pour être arrivé aussi loin, pour avoir construit des ponts, des chemins, des trains. En fait, une vie presque impossible. J'en parle à mes enfants. Ils savent que ça existait, que j'ai vécu ici. Je leur montre des vidéos. Je leur raconte souvent comment on vivait ici. Mais ils n'arrivent pas à se l'imaginer. C'est secret, c'est la vallée cachée. C'est un jeu. C'est un jeu, n'est-ce pas? C'est comme les maisons de poupées. C'est juste à toi, tu ne les partages pas. Il faut que tu l'aies vécu, c'est tout. Si tu l'as vécu, tant mieux. Sinon, tant pis pour toi. Tant pis pour toi, voilà. Moi, je reviens tout de suite. Avant même qu'ils aient fini de me le dire, je serai déjà là. Je m'en fiche de rester tout seul ici. Je veux vivre ici. Je veux vivre de mes souvenirs. Peut-être comme un vieux sénile resté dans le passé.
Mais il y a un dicton qui dit que tout ce qui est passé est meilleur. Et c'est vrai. Moi, je viendrais vivre à Souel, les yeux fermés si on m'en donnait la possibilité. En plus, je sais déjà où j'habiterai. C'est un endroit stratégique. De là, j'aurai une vue sur les 4 points cardinaux et comme ça, je saurai qui est arrivé, qui s'en va, qui n'est pas venu. Je connaîtrai toutes les nouvelles de Souel. Moi, je suis contente parce que je suis née là-bas. Je me suis mariée là-bas. J'y ai souffert autant que j'étais heureuse. Et je me sens fière d'être Souelina, ma belle terre. Et quand je vais à Souel, j'ai l'impression d'aller dans les nuages. C'est que du bonheur. C'est parce que nous, les Souelinos, on ne vivait pas comme le reste du Chili. Et j'irais même jusqu'à dire, on ne vivait pas comme le reste du monde. Hé les filles, regardez un peu par là. Regarde comme il est beau. Imaginez les Nord-Américains avoir édifié une ville minière là-bas, rien que des escaliers. Et c'est parce que l'Américain était intelligent. Il en avait là-dedans. Mais le Chilien, lui, il en a là-dedans. Ça me fait de la peine de le couper. Ça fait de la peine? On le ramasse? Oui, ramassons-le. Sacrilège, on va le manger. C'est la fin de la ville minière. Ah non, le coupe en morceaux. On a commencé à vider la ville minière autour de 1965. On décide à ce moment-là que tous les habitants doivent descendre vivre à Rancagua. Le premier problème était que dans la ville minière, il n'y avait pas d'enseignement secondaire. Deuxièmement, c'était un coût énorme pour l'entreprise d'entretenir les infrastructures de la ville. Et troisièmement, Souel a été déclarée zone saturée. On ne peut plus habiter là-bas parce que c'est saturé de particules contaminantes. Voilà les raisons qui font qu'on a dû s'en aller. Si on pouvait revenir à la ville minière, je peux t'assurer que 90% des gens voudraient retourner vivre à Souel. Je crois que c'est notre destin, un bon endroit pour vivre. On chante les filles? Il devrait avoir plus ou moins l'âge de... Il devrait avoir son âge. Oui, moi c'était le petit Oscar que j'attendais. Va savoir comment il serait. Ici c'est mon mari. Lui c'est mon frère. Décédé lui aussi. Mon fils aîné. Ça m'arrive souvent de pleurer. Je vais pas me mettre à pleurer maintenant,
Seulement quand je suis seule. Parce qu'on se souvient de tout ce qui s'est passé. Soit elle est très belle, hein? Soit elle est belle. Été. Ah, pour moi, elle le sera toujours. Été, mais maintenant elle est moche. Moi, j'y retourne souvent. Mais ce qu'il s'est passé avec cet incendie, on ne pourra jamais l'oublier. Encore moins quand les parents étaient bons. Parce que mon père à moi était un homme bon. Je ne dis pas ça parce qu'il n'est plus là. Il était vraiment bon. Il descendait jouer au ballon avec mes frères. Il n'était pas de ces pères autoritaires. Le 19 juin 1945, à 7h05 du matin, il y avait 1050 personnes à l'intérieur de la mine. C'était le changement de tour. À un niveau qui s'appelait Teniente 1, il y avait un atelier de réparation de wagons. Normalement, quand les mécaniciens arrivaient le matin, ils allumaient une forge, un brasier pour se réchauffer un peu. Et malheureusement, ce jour-là, un mécanicien a posé sur la forge un bidon d'huile pour le mettre à décongeler. Il est monté à 240 degrés et le bidon a explosé. Je me souviens, c'était un matin, un mardi de 1945. On a senti une terrible explosion. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone sonne, incendie au niveau 1, juste là où j'allais descendre. Enfuyons-nous, monsieur Valdés. Je lui ai dit. Monsieur Valdés était l'ingénieur le plus vieux de la mine. Je ne sais pas si aujourd'hui, qui sait. Et je m'enfuis, je cours à toutes jambes et devant moi, il y avait 3 autres gars. S'il y a un incendie dans la mine, le problème ce n'est pas le feu, mais la propagation de la fumée. Jusqu'alors, on pensait que la fumée naturellement avait tendance à monter et pas à descendre. Mais malheureusement, à 200 mètres, il y avait un conduit vertical avec un ventilateur extracteur en bas. Et il a aspiré toute la fumée du niveau 1 pour la redescendre jusqu'au niveau 5. C'est là qu'il y a eu une grande erreur. Le chef de la mine a donné l'ordre aux gens de descendre jusqu'au niveau 5 et de ne pas remonter par les galeries auxiliaires. Les hommes, en descendant, se sont alors fait surprendre par le monoxyde de carbone qui s'était propagé à la base de la mine. À cause de la fumée et du monoxyde de carbone, les hommes tombaient morts à la première respiration. D'autres ont résisté un peu plus à la fumée, comme ceux-là, mettaient un mouchoir humidifié avec de l'eau ou de l'urine pour atténuer l'effet de la fumée. Certains en sont sortis vivants, un peu étourdis, et d'autres déjà presque asphyxiés. C'est la Vierge qui m'a sauvé. Je me suis dit, je ne vais pas réussir à sortir. Je voyais le ciel dehors à 50 mètres, puis j'ai vu une grande échelle qui menait directement à la ville minière en haut. Et la fumée arrivait par là, une fumée très épaisse qui descendait. Je me suis dit, non, ici non. J'ai fait demi-tour et à côté de moi, il y avait un petit récipient avec de l'eau. J'ai sorti mon mouchoir, je l'ai mouillé et je me suis mis comme ça et je suis sorti dehors. Il y avait 3 gars qui étaient en train de vomir. C'est comme ça que je m'en suis tiré, moi. C'était terrible, terrible, de voir autant de cadavres. Les écoles étaient remplies de cadavres étendus sur le sol. Je me rappelle d'une jeune fille qui venait juste de se marier. Elle cherchait son mari. Combien de fois elle est passée au-dessus de lui sans le reconnaître? Ils sortaient tous avec le visage noir à cause de la fumée. Quand elle l'a trouvé, elle s'est jetée sur lui en pleurant. « Tu es là, mon chéri. Pourquoi tu es mort? Pourquoi ?» C'était triste de voir tout ça.
Une tragédie terrible. Mon père, ils ne l'ont pas trouvé tout de suite. Ils l'ont trouvé le 3e jour. Les cercueils ont commencé à arriver. Ils les envoyaient à mesure qu'ils sortaient les cadavres. Ils les descendaient à Rancagua, où ils étaient prêts à les enterrer. Les Américains ne voulaient pas qu'on reste à Sewell. Il y a eu beaucoup d'actions là-bas. Oui, il y a eu tellement d'aide. Il y a eu tellement d'aide internationale et nationale. Et c'est avec cet argent qu'ils ont construit ce quartier ici. Oui. Ce dont je me rappelle, moi, c'est qu'il y avait un mûrier là-bas. Un canal et un mûrier. On était enfermés ici. Il fallait grimper sur un petit truc pour sauter de l'autre côté. En fait, Sewell nous manquait, parce que bien qu'il y ait eu des accidents, on vivait très bien là-bas. Depuis 100 ans, à la mine El Teniente, nous sommes les héritiers d'une riche tradition. Tout a commencé par l'union de deux cultures très différentes, la nord-américaine et la chilienne, qui d'une certaine façon se sont amalgamées. Cela ne signifiait pas simplement un investissement financier, mais aussi le risque, l'aventure, la capacité des paysans chiliens à se transformer en mineurs tous ensemble dans une véritable épopée, comme vous avez pu l'apprécier. En una verdadera epopeya, como ustedes han podido apreciar en la alta montaña. En haute montagne, on a construit ces villes minières comme Sewell, qui d'une certaine manière résument cette alliance. En définitive, tous ces efforts, cette ténacité, cette capacité, cette ingéniosité, cette créativité, c'est ce qui a permis que El Teniente ait perduré pendant plus de 100 ans et qu'il va vivre au moins 100 années de plus. Por lo menos otros 100 años más. On a toujours dit que le cuivre était la principale source de devises pour le pays. Ensemble, les mines de l'État et les mines privées font de notre pays le principal producteur de cuivre au monde. Et cela se reflète depuis plusieurs années par l'importance du cuivre pour notre nation. On l'a souvent appelé la poutre maîtresse ou encore le salaire du Chili. Salvador Allende, le 11 juillet 1971, a promulgué la loi de nationalisation du cuivre avec le soutien de toutes les forces politiques du pays. On dit que ça a été un vote à l'unanimité. Disons que c'était une loi populaire. Tout le monde était d'accord. Il y a eu alors un grand changement économique, parce que les bénéfices du cuivre allaient maintenant dans les caisses de l'État, ce qui n'était pas le cas avant. C'est ainsi que l'économie du pays s'est fortifiée. Et aujourd'hui, c'est très clair. Les bénéfices du cuivre nous ont permis d'énormes avancées dans les domaines du social, de l'éducation, de la santé. Le cuivre génère des millions et des millions. Les Américains partis, les Chiliens ont décidé d'accélérer, d'accentuer le relief. Pour augmenter la production, je devenais automatisé. Les solides épaules se voûtaient, les mains dures devenaient trop dures. Ainsi, la nostalgie s'installait dans les yeux de mes anciens qui regardaient les jeunes diplômés s'approcher. Diplômes d'ingénieurs,
diplôme de technicien supérieur. Ces mineurs technologiques allaient maintenant m'accompagner. Mes anciens me quittaient avec leurs valeurs dans les poches. Être mineur pour eux, ça ne s'apprenait pas sur les bancs de l'école. C'est là qu'ils sont, nos vieux poumons retraités. Un important effort pour le pays. Notre mission à nous, c'était de récupérer le minerai, de casser les pierres, et là on voit le fruit de notre travail. Je viens juste de partir en retraite et il faut que je commence une nouvelle vie. Quand je repense à mon travail et que je vois que c'était ça la finalité, je réalise mieux ce pourquoi j'ai travaillé pendant 30 ans. Et c'est très gratifiant de voir que c'est ça le produit de notre travail, qu'on apporte quelque chose à ce pays. J'espère que tous les Chiliens, on se rendra compte un jour de l'importance de ce cuivre. Pour que ces adieux soient complets et pour profiter du repas qui est prêt, le plus important, messieurs, la tradition chilienne. Vas-y, mon ami. Il y a ici les pilonneurs à qui je dis avec énergie, et de l'autre côté là-bas, le reste de leurs amis qui sont venus dire adieu pendant que moi je vous fais le spectacle. Bientôt il va partir, cet homme si simple, pour profiter de sa terre qu'il a gardée à Pedradillo. À Pedradillo, messieurs, à tous les amis, une très bonne soirée, et vive le Chili. Mierda. Viva Chile. Mierda. C'est quoi, des fois, je repense à nous, comment on était à l'époque, comment on travaillait, tout se faisait à la force du poignet, cette extraction traditionnelle. Ramasser les pierres à la main. Et sur 30 ans qu'on a passé là-bas, nous, tu te rends compte l'évolution qu'il y a eu? Aujourd'hui, il y a moins de relations entre les travailleurs parce qu'ils sont tous en haut de leur machine. C'est sûr. Avant, non. Avant, tu allais avec ton pote, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. On allait bosser avec son pote, on discutait avec son pote, on avait une autre relation. Tu vivais avec ton pote. Tu vivais avec lui. Mon ami, avec nos vœux les plus sincères, reçois une forte accolade de ceux qui t'ont connu et avec qui tu as partagé des peines et des joies. Que réellement soient nombreuses les années de repos auprès de ta femme, qui avec tes fils ont été le plus important dans ta vie. Sur les 30 ans qu'il a passés dans l'entreprise, on en a partagé 26. On se racontait nos douleurs, nos bonheurs, nos problèmes, les rêves qu'on pouvait avoir. Et là, je ressens à la fois un soulagement et une joie de le voir comme ça. Qu'il parte avec tout. Il a encore ses deux mains, tous ses doigts, comme quand il est entré. Peut-être avec des maladies, mais physiquement au moins, il a tous ses membres. Il a la vue. C'est une grande satisfaction. Parce que c'est une chance quand une personne sort saine physiquement de la mine où on travaillait. Notre mine, celle dont on parlait tout à l'heure, c'était une mine très spéciale, très fraternelle. Tout le monde était très chaleureux. Il y avait une vraie ambiance familiale. Mais c'était la mine où il existait le plus haut taux de silicose. En ce moment, la majorité des personnes qui partent avec la silicose sortent de là, de la mine sud. Oui,
Parce qu'on trouve la plus grande teneur en cuivre dans la meilleure terre. Et cette meilleure terre, eh bien, nous, on l'a dans nos poumons. Dans nos poumons. C'est vrai que d'un côté, on est reconnaissant parce qu'on a pu avoir une vie confortable. Nos familles, nos filles n'ont manqué de rien. Mes deux filles ont fait de bonnes études grâce à mon travail. Un travail que j'ai pu développer dans l'entreprise. Mais ça a un prix. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que ce sentiment est partagé à 50%. Mais bon, je ne me plains pas, parce qu'on le sait, quand on entre dans la mine, qu'on se risque à contracter une maladie. Oui. Dans le fond, comme on a l'habitude de dire, nous les Chiliens, on gagne de l'argent en échange de notre santé. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. En ce moment, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un peu mieux géré. Le groupe, tel qu'il est réuni aujourd'hui, a connu tellement de tourmentes, de joie, de sacrifices, de peines aussi. Des collègues qui ne sont plus là. Des collègues qui sont partis à la retraite comme nous, et d'autres qui réellement ne sont plus avec nous aujourd'hui. C'est beau aussi de s'en souvenir maintenant. Et je ne vous dirai pas adieu, parce que je serai toujours là, avec vous. Merci, merci à tous. C'est un plaisir d'être ton ami. Je t'aime beaucoup, vieux. Que tu vives encore beaucoup d'années. On va les vivre ensemble. On va vivre encore longtemps ensemble. Mario, merci d'être mon ami. Je vous aime beaucoup. Santé. Santé. Santé pour tout ça. Je les vivrai avec vous ces longues années. On me donne encore au moins 100 ans à vivre. Un poète a dit un jour, en parlant de moi, que la façon d'exploiter cette montagne était une élégante manière de rompre les os de la planète. Car je m'affaisse de plus en plus. Plusieurs cratères se sont déjà formés et ils s'agrandissent chaque jour. J'ai entendu dire que bientôt, je pourrais devenir une mine à ciel ouvert. Il ne restera plus grand-chose de moi. Mais je sais qu'il restera quelque part une trace de tout ça. De ces hommes qui ont donné leur vie pour leur pays. Ces pionniers de l'industrie minière au Chili.